Le 292e épisode du Coup Tordu, le podcast de cyclisme, le podcast de vélo, le podcast des passionnés pour les passionnés. Il y a des interviews, il y a des previews et on est au taquet en plein Giro 2025 pour la grande preview de la 6e étape du Giro. Dans l'épisode précédent, on a rentré. Alors c'est pas l'exploit de l'année, c'est même passé de justesse, mais c'est passé. On vous a donné la victoire de Mats Pedersen. La cote finale à la sortie du podcast était à 2,62, ce qui fait toujours plaisir. Donc on est sur un très très bon début de Giro et je ne suis pas tout seul pour l'analyse de cette 6e étape qui va amener les coureurs du côté de Naples, puisque monsieur Thibaut est dans le Coup Tordu. Comment il va, mon Thibaut? Écoute, il va plutôt bien, un peu fatigué du boulot et de cet enchaînement de Giro, parce qu'il faut aussi rédiger les articles, les préparer et dormir un peu moins que d'habitude, mais ça fait toujours plaisir. Ouais, on rappelle que t'écris des articles pour Vélo Futé, n'hésitez pas à aller voir. C'est magnifique, Vélo Futé. D'ailleurs, j'y ai été pour préparer le podcast. Vous avez absolument tout ce qu'il faut sur les étapes, et puis Enzo également qui vous prépare des previews écrites également sur son site qui s'appelle The Big Gear. Thibaut, on a plein de bonnes nouvelles à annoncer pour attaquer ce podcast. C'est-à-dire, il y a des bonnes nouvelles. Alors, il y en a une qu'on va dire sans vraiment la dire, mais il y en a qui ont compris. Il y en a qui ont écouté un petit peu ce qu'a dit Guillaume Di Grazia le week-end dernier. C'était à la fin de la retransmission de l'étape de dimanche. Donc, on va juste vous dire, regardez. Alors, faut toujours regarder Bistro Vélo, mais regardez Bistro Vélo encore plus lundi prochain. On va dire ça, Thibaut. Exactement. Ouais. Ça pourrait parler italien. Ça pourrait parler italien. Donc regardez bien Bistro Vélo encore plus que d'habitude lundi prochain. Et le Coup Tordu monte en puissance. Et puis on va avoir un invité, parce que je dis tout le temps des interviews et des previews. On a eu André Amisud il y a quelques semaines. C'était notre dernier invité il y a 2-3 semaines. Et on va avoir un nouvel invité, Thibaut. Oui, je te laisse parce que c'est toi qui as travaillé le dossier et ma question, c'est, vu que je sais potentiellement le truc, est-il accompagné du coup? Alors, on sait pas encore. Voilà, je vous le dis. Donc, on va avoir le projet Ma Petite Entreprise. Vous en avez entendu parler. Vous savez, c'est cette fameuse équipe qui est en train de se monter, qui va avoir le jour en 2026 avec une équipe de 2e division féminine. Vous avez capté le principe. Le but est d'associer plein de micro-sponsors et d'en mettre le plus possible pour monter une équipe professionnelle qui vise à aller sur le Tour de France masculin et sur le Tour de France féminin à un moment donné. Donc, projet emmené par Michael Hamon avec Vincent Lavenu qui a intégré le projet il y a pas très très longtemps. Donc mardi prochain, on aura un podcast. Alors soit Michael Hamon dans le podcast, soit Vincent Lavenu. Voilà, c'est probablement Vincent Lavenu, c'est pas encore confirmé à 100%, mais on aura un des deux dans le podcast, peut-être les deux. Et en tout cas, la seule chose qui est sûre, Thibaut, on est d'accord, c'est qu'on a énormément de questions à leur poser. Ah bah évidemment. Alors voilà, parce que là, c'est projet totalement novateur. Moi, c'est surtout en fait. Alors c'est vrai que Vincent Lavenu, on avait parlé dans Bistro Vélo il y a quelques semaines. Il en a parlé également sur RMC. Mais moi, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Mais ce qui est intéressant et pour moi le sujet qui a pas encore été véritablement évoqué. Ils ont parlé du business model, de là où ils voulaient aller. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout comment tu construis une équipe, comment tu construis un staff sportif en partant de rien, quoi. Tu pars de rien. Et ça, moi, ça me fascine. Et je pense que Vincent Lavenu, à mon avis, ça va lui rappeler ses premières années aussi chez, à l'époque, c'était Chazal, je crois. Il était parti avec Chazal quand il avait monté sa première équipe professionnelle. Donc, évidemment, monter une équipe en 2025, c'est pas comme monter une équipe en 1995, même s'il doit y avoir des similitudes. Donc, vraiment, construction du sportif, l'équipe qu'ils imaginent, les coureurs, je pense qu'ils vont partir en Conti Pro. Donc, il y a plein de questions et on parlera un peu business, mais je pense qu'on axera l'interview sur le sportif parce que c'est le volet qui a pas encore été discuté. Tu vois un peu comme ça, Thibaut? Ouais, nickel. Bon, écoute, parfait Thibaut. On va passer sur la preview de la 6e étape. Juste avant, très rapidement, juste un petit point sur Side Limit, parce qu'il y a le Giro d'Italien qui suit son cours. Donc au niveau de la Ligue 1, je rappelle qu'il y a $110, une carte rose 4 étoiles à gagner qui peut doubler vos gains au niveau de la valeur. Johan Favre qui est toujours en tête, 156 points. Thomas, je crois qui a gratté un point ou deux. Il est à 152 à la 2e place et monte sur le podium. Notre ami Benoît Train
Créanton, alias BZH Forever, qui se retrouve à la 3e place. Voilà pour le petit point sur la Ligue 1. Et je vous rappelle notre parrainage, on refera un tirage au sort d'ailleurs. Ah ouais, tiens Thibaut, faut que je présente des excuses pour attaquer le podcast. J'avais complètement zappé. Faut que je m'excuse, j'ai dit une énorme connerie hier dans le podcast. J'ai offert, par tirage au sort, on a offert la carte de Tristan Delacroix, et je sais pas pourquoi, je confonds tout le temps Christian Delacroix avec Édouard Bonnefoy. Et à ça, ça s'arrête pas. Voilà. Et j'ai présenté Tristan Delacroix à la place d'Édouard Bonnefoy. Alors, Tristan Delacroix est en France. Il court à Aix, et Édouard Bonnefoy court pour les 7-Eleven. Voilà. Donc, une équipe asiatique. C'est lui qui était sur le Tour du Bénin. Donc, je mélange tout le temps les deux. Ça se finit en oie. Ils étaient à Nice tous les deux il y a 2 ans. Ils ont un peu la même coupe de cheveux. Donc, c'est pour ça que je me plante tout le temps. Même s'ils ont pas du tout la même tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour le gagnant, c'était Team Kevin Keket Brochard qui avait gagné la carte donc de Tristan Delacroix. Donc comme j'ai confondu les deux, voilà, je lui ai envoyé les 2 cartes. Voilà, il a gagné Tristan Delacroix et Édouard Bonnefoy, donc il a reçu les 2 cartes dans sa galerie. Et pour vous qui êtes à l'écoute du coup tordu, je vous annonce qu'on refera d'ici à la fin de la semaine un nouveau tirage au sort pour vous offrir une reward. Et si vous voulez intégrer ça illimite, je vous redonne notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Et donc en passant par ce code de parrainage, vous intégrez tous les tirages au sort qu'on va faire dans le podcast, dans le coup tordu. Ouais, Thibaut. En Ligue 3, on se colle toujours au cul ou pas? J'ai vu ça l'autre jour. Ah ouais. Alors j'ai vu que c'était la Ligue 3 Cap, toi, ou la Ligue 3 la Ligue 3 et 4. Ouais. Mais c'est la Ligue 3 où j'étais bien. D'accord, parce que la Ligue 3 Cap, alors je la surdomine pour l'instant. Là j'ai pris j'ai pris l'échappée matinale. Ouais. Ouais, mais attends, c'est pas la ligue où t'avais Pedersen, Pidcock et Tarodi et Joshua Tarling qui a gagné le chrono. Ah oui. Voilà. Okay. Et j'ai fait un tour de passe-passe. C'est comme on est capé sur cette ligue, donc faut mettre un coureur qu'on a en galerie sur sa limite, et ensuite on peut utiliser un petit peu des coureurs de la start list. Je le dis quand vous inscrivez. Moi j'ai mis Fiorelli, je crois. Ouais, bah moi tu sais qui j'ai mis donc Giro d'Italia, j'ai mis comme coureur bleu, donc comme coureur acheté, j'ai mis Strado Scas, voilà. Ouais, bon, un mec qui est pas là, j'ai bien compris voilà. la stratégie. Voilà, la stratégie. Sur des gros scoreurs et, voilà. Et ça paye. Voilà, donc j'ai mis 4 gros coureurs et puis j'ai mis un coureur qui est pas dans le jeu à 0, et donc pour l'instant ça me fait 16 points d'avance sur Dudrange. Toi t'es 9e, voilà, 9e, t'es payé aussi, il y a une place dans cette ligue là. Ouais, pas mal. Mais ça va remonter parce que j'ai quand même Ayuso, je m'attendais à ce qu'il ait plus de points, et Fiorelli aussi peut-être un peu déçu. Aujourd'hui pas mal Fiorelli. Ouais, mais tu sais, sur les débuts, je m'attendais peut-être à un peu plus de points, donc c'est dommage. Il y a une étape où il a pas été là, mais après Pipo, je pense qu'à un moment donné, il va aussi aller prendre sa chance en échappée. Donc il va scorer sur des sprints intermédiaires. Il devrait pour moi remonter au classement par points et donc scorer un petit peu plus, et on va le voir sur des étapes. On en avait parlé dans les prévus du podcast. Il a jamais aussi bien grimpé, tu vois, là sur l'étape d'après-demain. Je sais pas s'il prend sa chance, mais après peut-être à la Bardiani, il y a peut-être un petit peu mieux pour ce type de profil, mais sur des profils un peu cassants, un peu hybrides, quoique ça serait pas non plus complètement délirant de le voir prendre sa chance sur l'étape 7, qui pourra peut-être sourire aux échappées. Mais effectivement, ouais, Ayuso en principe, tu devrais reprendre des points. Et puis moi, je suis déjà avec mes coureurs, je suis déjà un petit peu taquet, Pidcock, Tarozzi. Bon, écoute, pour l'instant, c'est que le début. J'ai pris l'échappée matinale, mais je suis pas bien sûr d'aller au bout. Et et sur l'autre ligue, là, tu me disais, c'est sur la Ligue 3 où on se collait au cul, l'autre Ligue 3. Ouais, c'est ça. Et l'autre Ligue 3, là on est moi je suis beaucoup plus bas. Sur l'autre Ligue 3, moi je me vois pas dans le classement sur l'autre Ligue 3. Donc toi t'es où? T'es classé où? Moi je suis 55e. Je suis 50. Okay. Voilà. Donc c'était sur la Ligue 3 KP où on est plutôt bien parti. Thibaut, étape à la Naples, donc 6e étape. Je te laisse un petit peu la main pour le parcours. On avait déjà un petit peu parlé de cette étape avec Enzo dans la grande preview, mais voilà, juste petite piqûre de rappel. Et est-ce que vous avez, là je parle aux auditeurs, des problèmes de sommeil? Parce que cette étape, c'est un somnifère. Voilà. 223 km de très longue procession jusqu'à Naples.
On pourrait se dire, oui, avec la distance, les difficultés au début, un peu de vallon, il y aurait des chances pour les échapper, mais il y a beaucoup trop d'équipes qui sont d'accord pour un sprint. Donc, ce sera sprint, à savoir qui voudra aller de l'avant. Il y a des éléments qui sont intéressants. Il y a un premier sprint intermédiaire qui est en montée. Donc, forcément, Mats Pedersen va vouloir un peu en profiter pour accroître son avance sur Lafcoy, qui aura théoriquement l'avantage sur lui à Naples. Et Naples, c'est 50 points pour la victoire. Donc forcément, c'est aussi l'élément qui faisait pencher la balance du côté de Lafcoy pour le cyclamen du côté d'Enzo. Mais pour le reste, allez, t'as quoi? T'as un deuxième catégorie au vu de sa longueur qui pourrait permettre, par exemple, à un coureur comme Sylvain Moniquet, s'il est à l'avant, de reprendre le maillot à Lorenzo Fortunato avant l'étape du lendemain, qui elle sera beaucoup plus difficile et favorable à l'Italien pour qu'il refasse un peu plus son matelas d'avance par rapport aux leaders qui, eux, vont rester peut-être un peu plus en retrait, inscriront moins de points en cours de route et en vue de la troisième semaine, c'est très bon pour le PLT Lorenzo Fortunato de l'ambitionner ainsi, d'autant plus que tu as un Pello Bilbao qui lui va vouloir viser une victoire d'étape, donc va être incisif, qui a encore perdu du temps, donc on pourrait le revoir aussi de l'avant demain, mais ça je te laisserai sur la preview, mais pour le coup après on va se diriger vers un sprint dans les rues de Naples. L'approche c'est limite du périphérique, tu vois, donc pendant 15 kilomètres à peu près, ça va être très long, ça va être très droit, ça va pas forcément frotter au début, puis l'approche de la sortie du périphérique, ça va frotter. Donc forcément, ça va prendre de la vitesse, mais il y aura toujours le temps de se replacer avant d'arriver dans les rues de Naples et dans cette longue ligne droite finale sans trop d'obstacles. C'est un sprint très propre, mais c'est un sprint où tu prends énormément de vitesse. Et on sait que ce type de sprint où tu as très peu d'obstacles, où tu prends de la vitesse, c'est peut-être les plus douleux, les plus piégeux, les plus accidentogènes. Donc attention quand même du côté des leaders de ne pas perdre cette journée sur une étape qui est anodine, mais pour le coup tout pointe vers un sprint, et un sprint qui sera dans de très bonnes conditions. Le vent est relativement assez faible, même si dans la dernière ligne droite il sera vent de face, on parle d'un vent de 7 km/h, donc rien d'handicapant si tu lances de loin, rien d'handicapant si tu as un coureur dans l'inspiration. Et puis on parle de pluie, mais la pluie devrait faire son apparition du côté de Naples à 19h. Donc ils ont à peu près 2 heures de marge, en espérant qu'ils ne dorment pas trop dans le peloton, mais théoriquement, même s'ils ont une faible moyenne, ils arriveront dans les temps avant les averses. Alors tu sais que tu parlais des étapes somnifères. Moi j'arrive à faire un truc. Alors très souvent je bosse l'après-midi, donc je suis les étapes en travaillant, mais sur les jours où je ne travaille pas et quand il y a des étapes comme ça sur les grands tours et des étapes un peu somnifères, j'arrive à dormir pendant les étapes. Donc je mets le son d'Eurosport et en dormant, en faisant ma sieste, je te promets que j'arrive à ingurgiter. Mon inconscient arrive à ingurgiter tout ce qui s'est passé dans l'étape. Et si à un moment donné, il y a une chute, il y a un truc, il y a un fait de course inhabituel, j'entends la voix de Guillaume Di Grazia qui augmente d'un ton et ça me réveille direct en fait. Et j'arrive à avoir un espèce de sommeil comme ça. Mais c'est vrai en plus. Ouais, c'est en paradoxal. Ah ouais, non mais ouais. Paradoxal, c'est pas en profond quoi. Bah quand même parce que ça me repose. Je suis vraiment pas en éveil, tu vois. Je suis un peu comme un chat, si tu veux. Un chat quand il dort, t'as 2 chats. Un chat quand il dort, oui, il dort jamais vraiment à 100%. Non, oui, mais c'est pas en sommeil profond. Un sommeil profond, c'est le sommeil réparateur et c'est le sommeil où littéralement tu ne peux pas te réveiller. Là, t'es en sommeil paradoxal. Mais oui, c'est un sommeil qui est très bon. Fut une époque, Jacques Chirac dormait très peu et il avait cette habitude dans le train de faire des petites siestes de 15 minutes, tu vois, des siestes très réparatrices. Et moi, je pense que même en sommeil profond, Guillaume Di Grazia, il me réveille. Sûr. Bah, écoute. Il a ce pouvoir, tu as ce pouvoir, Guillaume. Sprint, ouais. Donc Thibaut, on revient sur l'étape. Donc ouais, sprint au taquet plein badin. J'ai envie de dire donc sur tous les éléments que t'as dit, donc sprint souvent dangereux, accidentogène, mais aussi des sprints où faut avoir une putain de puissance collective et une putain de puissance de train pour être placé idéalement aux 200 derniers mètres. Exactement, mais on le voit aussi un peu sur ce Giro d'Italia.
il n'y a pas non plus beaucoup de trains qui sont énormément formés et dévoués entièrement à leurs sprinters. Et puis, tu as souvent, et pour certains, des accompagnateurs qui peuvent un peu pallier un manque d'effectifs. Donc bon, est-ce que c'est un problème en soi pour un coureur, et on en parlera, comme Olaf Koy? Pas nécessairement. Ah, c'est vrai qu'Olaf Koy, il y a Eduardo Affini qui fait le train. Alors visiblement, ils ont interverti, hein, c'est un peu officiel. On aurait Wout en P2 ou en P3 et Eduardo Affini serait là pour le lead out, hein, ce qui est un peu curieux quand même quand on sait un petit peu l'historique qu'il y a entre Koy et Wout van Aert. Ouais, mais le truc c'est que c'est plus le Wout van Aert, c'est un Wout van Aert qui veut un peu moins frotter. Qui prend un peu moins de risques, et honnêtement dans cette position-là c'est pas plus mal, d'autant plus que Affini, certes un poisson pilote, doit faire ce travail un peu un peu plus proche de la ligne d'arrivée, mais Eduardo Affini peut très bien se démerder et ne pas le faire. C'était en 2021 ou 2022 où Eduardo Affini avait failli remporter une étape et c'était Nizzolo qui l'avait remporté. Tu vois, c'est un type d'effort où il est habitué à le faire très longtemps. Donc et maintenir surtout une puissance qui est relativement élevée du fait de ses qualités de rouleur. Donc c'est pas non plus dérangeant dans l'absolu qu'ils inversent la position. On l'a vu, hein, Eduardo Affini se débrouille plutôt très bien. Donc sur un sprint comme ça, sans aucun obstacle, en prenant la roue d'un très bon train et en anticipant un peu, en se dégageant et en allant déposer Olaf Koy, c'est pas dérangeant dans l'absolu que Affini passe poisson pilote, à mon sens, sur ce type de sprint. Moi, je vois quand même une équipe sur le papier qui est entièrement dédiée à son sprinter. Ils arrivent toujours à faire les efforts au bon moment. C'est quelque chose qui est dans l'ADN de l'équipe, de savoir stratégiquement parfaitement préparer un sprint. Et moi, si je reviens sur le sprint de Caden Groves d'avant-hier, Caden Groves, quand on l'avait découvert vraiment parfait sur un grand tour, c'était sur la Vuelta, ça devait être en 2022, et il avait ce problème en fait sur tous les sprints où il y avait des virages où c'était un peu sinueux, il perdait énormément la position. En revanche, dès qu'on était sur de la ligne droite tout droit, peu technique, là il y avait pas de problème, il allumait tout le monde, quoi. Donc en plus avec sa force de train, pour moi Caden Groves, Alpecin, c'est pas mal, et ils ont aussi cette science de la course. Donc en fait, le match, si on résume le match, ça va être un peu Affini et Olaf Koy contre les 8 Alpecin. Ouais, mais dans tous les cas, le match se termine par l'affrontement des deux sprinters. Oui. Et donc pour toi, Thibaut, on va aller sur les pronos. On rappelle que jouer avec Excel comporte des risques. On fait du management de bankroll. Je compte sur vous pour la jouer en safe et de ne pas faire n'importe quoi, bien évidemment. On parlera bientôt gestion de bankroll parce que c'est quand même pour moi la clé du game. Donc on va y aller tout de suite. Donc pour toi, Thibaut, t'es sur la victoire de Olaf Koy. Ouais, clair, net. Je pense qu'on a vu du côté de Lecce que littéralement Olaf Koy avait la gagne dans les jambes. Il manquait ce petit truc, notamment dans le dernier virage. Mais pour le coup, s'il avait été un peu mieux, il avait très clairement la gagne dans les jambes, et Casper Van Huden n'aurait pas créé la surprise générale. Donc avec ce qu'on a vu de Lecce, avec ce qu'on voit du plateau, c'est pas faire offense à Caden Groves. Caden Groves est un très bon sprinter, mais Olaf Koy est littéralement 2 jambes au-dessus. Donc demain, Olaf Koy sur un sprint qui est sans aucune technicité, qui est littéralement cousu main pour lui, face à ce plateau de sprinter, c'est pas poser la question de savoir s'il va gagner, c'est qu'il doit gagner. Au-delà de devoir gagner, je pense que littéralement, il peut mettre 2 vélos d'avance à son dauphin. Et si on prend quand même le sprint d'avant-hier, Caden Groves aux 200 mètres, il est hyper mal placé. Mais si tu prends les 200 derniers mètres, il y a match entre les deux, les 200 derniers mètres. La remontée de Groves, je me demande même si sur les 200 derniers mètres, Groves a pas été plus rapide qu'Olaf Koy. Alors après, il part dans l'abri, il part dans les roues. Tu vois, Koy prend un peu plus le vent parce qu'il se retrouve quoi qu'il a Casper Van Huyden qui est devant, mais reprend le sprint en sortie de virage. Caden Groves, à un moment donné, je sais pas ce qui se passe, si je me suis remis le sprint 3 fois, il est bien placé puis il disparaît à un moment donné, je sais pas s'il a été gêné ou quoi,
mais sur les 200, Jackie l'avait d'ailleurs noté sur la palette, sur les 200 derniers mètres, c'est lui le plus rapide. En tout cas, il y a match entre les deux. Il y a match sur ce sprint-là, mais si Coy est lâché un peu mieux, un peu moins gêné, il est tout aussi rapide, voire plus rapide. Donc non, dans l'absolu, je suis pas inquiet sur ce type de sprint. Honnêtement, Olaf Koy doit être matin, midi et soir au-dessus de Caden Groves. D'accord. Alors alors maintenant, voilà, on va aller sur les cotations pour toi. Donc on va pas se mentir. Moi, à la vue de ce que j'ai vu, à la vue du plateau, théoriquement déjà sur le premier sprint, si on avait eu de bons indicateurs sur les premières étapes, notamment de Olaf Koy, qui aurait pu passer par exemple la difficulté de Surel sur la première étape. Olaf Koy sur le premier sprint, on le voyait pas côté SEO. On le voyait côté limite à la valeur de demain. Si Olaf Koy avait gagné l'étape de Lecce, il serait pas à 2,25, il serait à 1,7. Oui. Il est là encore sur le Boukref, il est monté, il est à 2,50. Il est à 2,50 sur le Boukref. Ouais. Moi, je suis plus sur Caden Groves. Hein. Je pense que vraiment du côté des, ça va falloir quand même du très très grand Eduardo Affini. Alors on a eu du très très bon Eduardo Affini, mais globalement je pense qu'ils ont pas abandonné l'idée de faire un classement général avec Simon Yates, même s'il faudra qu'on en reparle évidemment dans les prochains jours, mais à Simon Yates a eu aussi une préparation tronquée, il a été malade avant le Giro, donc ça pourrait aussi faire flop dans les jours qui viennent. Non, mais moi j'ai pas de doute, d'autant plus que t'as juste à voir le sprint de Lecce. La grosse interrogation, c'était quand même le placement d'Olaf Koy, qui aurait dû le mettre un peu plus hors jeu que ça. Et il était clairement dans le match. Il a été très bien placé sur un sprint où il y a littéralement aucune technicité, où il y a la place pour tous les trains. Il aura la place pour remonter. Il aura la place pour être dans le bon train. Il aura la place pour que Affini soit dégagé et commence à le lancer. Il aura la place pour littéralement contester la victoire et l'avoir. Bah écoute, moi je vais proposer un pari un peu inédit dans le coup tordu. On a la cote de Caden Groves qui est autour de 7. Là, c'est sur le Boukref. Dès que le podcast va se terminer, je vais aller faire un petit tour sur les books FR un petit peu pour voir comment ça se passe. On a Groves à 7. On a Olaf Koy à 2,5. Et victoire de Caden Groves remboursée si Olaf Koy, ça fait une cote à 4. J'aurais fait l'inverse. Ouais, alors toi t'aurais fait l'inverse, mais alors la cote de... Ouais, mais là, si tu pars sur la cote à 2,5 remboursé si Caden Groves, hein? À l'opening, t'étais au-dessus de 2. Bah, t'es à 2,14. Si tu pars sur la victoire de Groves, victoire de Koy, remboursé si Caden Groves, t'es sur une cote à 2,14. Parce que honnêtement, je vois pas un autre gagner l'histoire. Non, moi non plus. Et je pense que, tu vois, on en fait peut-être un peu beaucoup avec Casper Van Uden. Le fait est que s'il n'avait pas remporté cette étape, on en ferait beaucoup moins sur un sprint qui sera sans aucune technicité. Et là, Casper Van Uden, là où Casper Van Uden a gagné le dernier sprint, c'était dans le virage et c'était dans le placement. Là, sur une aussi longue ligne droite, est-ce que on va pas retrouver un Casper Van Uden un peu plus fantomatique, remettre ça un peu plus dans le jeu des Matteo Moschetti? Donc, je pense que c'est un match à 2 entre Caden Groves et Olaf Koy, et encore match à 2 avec une grosse tendance pour le Néerlandais. Bon, t'es en train de me convaincre, Thibaut. J'ai peut-être envie, je réfléchis, hein. J'ai peut-être envie aussi de prendre une autre option, à savoir la victoire de Olaf Koy et le top 3 de Caden Groves. Ce qui est vraiment, pour moi, c'est aussi un spot pour faire un 2 sur 3 sur cette étape, hein. C'est aussi. Par contre, il y a un truc qui me chafouine et je vais en parler au-delà de ça, c'est dans les paris. J'en ai vu un et honnêtement, quand tu fais le calcul des points, ce pari, ça revient très clairement à Mats Pedersen abandonne la course. S'il abandonne la course, ça veut dire incident. C'est le maillot de leader du classement général à l'issue de cette étape. Mats Pedersen est à 1,01 et s'il perd le maillot, c'est à 15, un autre coureur. Honnêtement, si tu paries ça, ça veut dire que tu estimes très clairement qu'il va arriver un pépin et un abandon de Mats Pedersen. Sur le sprint. Dans l'esprit, ce type de pari est potentiellement assez dégueulasse. Parce qu'en plus, du coup, c'est quand même estimé que l'incident sera suffisamment grave pour que Mats Pedersen abandonne la course. Ah ouais, c'est l'esprit du pari qui t'a choqué en fait.
Ouais, je suis pas fan. Oui, bah, je pense que le mec je pense que le trader qui a mis le pari en place, à mon avis, il a pas réfléchi à ça, ou alors peut-être qu'il se dit que, bon, après tu peux aussi avoir un incident mécanique pour Pedersen dans le final. Voilà, il crève à 5 km de l'arrivée, bon, il perd le maillot. C'est aussi possible. Donc, Ouais. dans tous ces gars, moi, il y en a quand même un qui m'intéresse. Je vais pas le prendre. Pour moi, c'est une interrogation. C'est Tichens des Intermarchés. Alors ça, c'est typiquement un sprint. Potentiellement, c'est un des mecs qui a une des plus grosses pointes de vitesse de tout le peloton. Alors, il a pas un train qui est terrible. J'ai l'impression qu'en fait, il est un peu, depuis le dernier Tour de France, on le voit plus trop parce que plus personne ne s'en rappelle. Mais quand on arrive sur le dernier Tour de France, c'est lui qui est censé être le leader des sprints et Girmay, c'est censé être le numéro 1 bis. Au départ du Tour, hein, vraiment au départ du Tour. Sauf que Girmay, Bini l'éteint complètement et repart avec le maillot vert. Et en fait, j'ai l'impression qu'il s'en est jamais vraiment... jamais vraiment remis, je sais pas, mais en tout cas, voilà, dans l'équipe, il y avait un peu match entre les deux avant. Chez Intermarché, aujourd'hui, il y a absolument plus match. Il a été inexistant et fait 18e sur le premier sprint auquel il a participé. C'était moins un sprint pour lui. Et là, demain, c'est vraiment un sprint. C'est vraiment un sprint pour lui. C'est aussi un sprint pour Matteo Moschetti. Voilà, des mecs qui aiment les sprints assez peu techniques. Et puis Gisèle aussi, hein, il a fait 3e la dernière fois, mais c'est un sprint qui correspond encore plus à ses qualités, un peu, j'ai envie de dire un sprint un peu de bourrin, mais c'est aussi des mecs qui, pour moi, voilà, Moschetti, Gisèle, Tichens, potentiellement sur du plat, ça peut aller aussi vite, ça peut taper Pedersen. Hein. C'est pas complètement délirant. Bennett, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de qualité chez Decathlon AG2R, mais pas forcément sur ce Giro. Au niveau des trains, il y a mieux. Ouais, et puis assez déçu dans l'absolu du train de Bennett. J'ai trouvé que, par exemple, Godon, je m'attendais à ce qu'il lâche le reste de l'effectif et même qu'il soit utilisé peut-être un peu plus tard. Et quand il dépose ses équipiers à 3 km du but, tu vois, ça me dérange un peu. Ouais. Thibaut, est-ce que t'as d'autres noms à citer pour du top 3, du top 10, du match-up, des choses comme ça? Non, je pense que de toute façon un sprint c'est compliqué, c'est pas là où tu vas chercher les meilleurs spots. Je suis pas fanat de multiplier les pics, tu vois, pour après au final t'amoindrir. Je pense qu'il faut aller au plus simple, à l'efficace quand t'as un truc, et puis y foncer tête baissée. Ok Thibaut, bon bah écoute. Soit en fait t'as des certitudes et tu vas vers tes certitudes, tu peux tenter ta petite surprise, ton petit coup, ton petit top 10 par exemple, qui serait un tantinet value pour toi et qui serait potentiellement un peu surprise pour le book, mais sinon là pour le moment, à l'heure actuelle, non, pas très fanat de me prononcer sur un autre top 3, tu vois, ce serait un peu compliqué. Bon, tu m'as convaincu Thibaut, tu m'as convaincu. Avant le podcast, j'étais parti sur Cadem Groves et tu m'as convaincu. C'est pas souvent que je change d'avis en cours de podcast, mais tu m'as convaincu. Je vais quand même partir sur la couverture de Cadem Groves. Donc voilà, donc mon pick final, ça sera la victoire d'Olaf Koy avec remboursé si Cadem Groves. Bah, tu peux toujours rester dans ton esprit, mais c'est vrai que obtiendra plus facilement un remboursement qu'un bête vainqueur. C'est vrai que dans la logique, Cadem Groves, si on prend un petit peu ses qualités, j'ai l'impression que ces dernières semaines, ces derniers mois, en tout cas la préparation hivernale, j'ai surtout l'impression que du côté d'Alpecin, on l'a préparé pour un petit peu mieux passer les bosses, notamment pour accompagner Jasper Philipsen, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu avec Philipsen depuis le début de l'année. On a un petit peu mieux préparé les bosses pour essayer d'aller un peu plus loin sur Milan-San Remo, sur les grandes classiques où il l'accompagnait. On a peut-être un petit peu moins travaillé la pointe de vitesse. Et d'ailleurs, on l'a encore vu aujourd'hui, Cadem Groves, parmi les purs sprinters, c'est quasiment le seul c'est le dernier qui a pété en fait, sur l'étape du jour. Il lâche vraiment pas très très loin de l'arrivée en fait. Et sur le premier gros talus qu'on a eu, même où Pedersen
Pedersen avait aussi commencé un petit peu à perdre des places. Reculé, sur l'accélération des UAE qui voulaient être placés au final pour la descente et pas dynamiter la course comme on aurait pu le penser, tu vois. Et Groves est pas loin, c'est vraiment le dernier, alors qu'on a vu les Magnier, on a vu les Olaf Koy vraiment péter très 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 rapidement. Donc effectivement après voilà, sur la pointe de vitesse pure, moi le seul doute c'est vraiment au niveau de l'équipe, mais et pour moi les Alpecin sont un peu mieux structurés, mais voilà, j'ai envie de dire la victoire. Sur un final technique, je te dirais oui, tu vois. Mais là, vraiment, il y a la place en plus pour remonter, pour une majorité de trains. À Fini, c'est un bourrin, il va littéralement l'ouvrir la porte. Donc sans aucune technicité dans les derniers hectomètres, vraiment dans le dernier kilomètre, hein, c'est vraiment du tout droit. Tu files, tu seras pas gêné. Les courbes, il y en a. C'est du tout petit truc. C'est du pipi de chat dans le dernier kilomètre. Donc il y a la place. Il y a la place de remonter. Alors donc victoire de Olaf Koy, remboursé si Cadem Groves. Alors 2, 5 et 7, c'est les codes qui sont proposés. Je vais essayer d'aller voir si on n'a pas un tout petit peu mieux. Alors après il y a un match-up aussi qui me faisait de l'œil. Cadem Groves. Après j'ai dit que j'irais plus sur les match-up parce que je suis ultra perdant sur les match-up. Mais Cadem Groves à 2,25 contre Mats Pedersen, ça me semble quand même pas mal, quoi. Ah oui. Ouais. Sur ce type de sprinter-là, je pense que Mats Pedersen, il nous a prouvé que son hiver, il l'a passé à travailler les bosses. Il encaisse beaucoup mieux le dénivelé, notamment sur des courses qui sont dures, qui lui correspondaient le moins bien et sur lesquelles il avait les moins bons résultats sur les classiques, à savoir le 3 et potentiellement sur cette génération avec le sans anticiper, hein, évidemment, le Ronde van Vlaanderen. Donc intrinsèquement, il grimpe mieux, mais forcément, tu le payes quelque part. Et tu le payes quelque part, c'est sur ta pointe de vitesse au sprint sur le plat. On l'a vu face à des adversaires comme Corbin Strong, où il garde quand même un petit avantage, mais il n'était pas non plus surdominant. Donc face à des sprinters purs comme Cadem Groves et surtout Olaf Koy, il y a quelque chose à faire. Et Mats Pedersen, c'est un candidat, un mec régulier pour peut-être le top 5, mais très clairement, l'adversaire principal d'Olaf Koy, c'est Cadem Groves demain, c'est pas Mats Pedersen. Non. Donc code de la victoire. Bon, j'irai pas sur le match-up parce qu'encore une fois, je les sors complètement de mon jeu. Mais voilà, dans l'idée, je trouve ça plutôt. J'aurais plutôt inversé les match-up. Donc c'est comme Ziegler devant Van Uden. Hein. Moi, je m'attends à un sprint beaucoup plus effacé de Casper Van Uden, hein, et ça m'étonnerait même pas. Ouais, honnêtement, c'est quand même assez surprenant quand tu te dis qu'il a tapé la première étape. Mais s'il est hors top 10, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas non plus. Oui. Oui, non, ça peut taper aux alentours de la 8e, 9e place, très clairement. Donc après, ce serait pas plus mal qu'il fasse un bon résultat, hein. Comme ça, du coup, ça relance un peu l'intérêt de la lutte au classement UCI. Ah non, on a un PLT. Ah oui, classement UCI, oui. Ah oui, je croyais que t'allais parler du cyclamen. J'allais dire, tes conneries, on a un PLT sur le cyclamen. Mais oui, le classement UCI, donc Astana est revenu dans la zone de relégation. Alors après, la pique-nique commence à les enchaîner, là, si tu commences à dire ça, c'est mon Cédric Vasseur qui va pas être content, Thibaut. Oui, mais bon, nous, on est contents parce qu'il y a du spectacle qui a un intérêt, et jusqu'au dernier jour de course de la saison. Quand je dis mon Cédric Vasseur, je suis ironique, hein, pour ceux qui connaissent pas le podcast, bien évidemment. Cédric Vasseur m'a bloqué sur les réseaux sociaux. Donc pour toi, Thibaut, donc victoire d'Olaf Koy, clair, net et précis, 2-5, c'est bon à prendre. Et son bavure, non, c'est bon à prendre. Je te dis que pour moi, il vaut un 7. D'accord. En fait, ça représente quoi? Attends, ça. Bon, ça fait quasiment 2 fois sur 3. Un peu moins de 60%, je pense. Ouais. 60% de mémoire, c'est une cote à 1,66. Oui, donc oui, là, il lui donne à peu près 40% de chance de gagner. Donc oui, forcément,
forcément y avoir lu. Et donc voilà. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas Bet Analytics, alors c'est comme ça illimite. Bet Analytics n'est pas sponsor, n'est pas partenaire de ce podcast, mais vous avez un outil qui s'appelle Calculateur. Donc vous allez dans les outils qui s'appellent Calculateur. Vous pouvez répartir vos mises. Donc vous pouvez mettre code de la victoire et code de couverture. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les prendre sur 2 sites de paris différents. Donc ça aussi, ça vous permet un petit peu d'améliorer la cote. Donc là, je fais uniquement avec le Bookref, mais je vais peut-être trouver une cote de Groves un peu meilleure et peut-être une cote. Sinon, tu le fais avec d'autres outils. Tu vois, t'as le site Anabet, tu vas dans Wizard of Woods et tu fais ton arbitrage comme ça en choisissant. Parce qu'en plus, tu peux même choisir. Je pense que tu peux même le demander à ChatGPT en vrai. Ouais, non, mais là, sur Wizard of Woods, tu peux limite choisir la double chance, tu peux choisir le remboursement, tu peux choisir un remboursement à 1/3, à 1/2, tu vois. Enfin, tu peux adapter, tu vois. Ouais, non mais oui. Ah oui, complètement. Et puis tu peux le faire avec 3 cotes aussi, donc avec plusieurs mecs. Ce qui peut être intéressant, tu vois. T'es pas obligé de le faire avec 2 sorties, tu peux le faire avec un peu plus. Alors il y a une double chance aussi, la double chance Groves ou Coy. La double chance, elle descend à 1,84, mais c'est aussi quelque chose. Vous pouvez faire vos doubles chances artisanales. Il y a des bookmakers qui vont vous proposer peut-être des doubles chances sur Coy et Callum Groves, et vous allez peut-être, alors ça se trouve, vous faites le podcast, ça se trouve demain c'est Pedersen qui va trifler tout le monde et on va passer pour des abrutis. Mais vous allez peut-être. On peut aussi attendre un autre truc, c'est du côté des codes boostés, parce que des codes boostés, il y en a eu. Et oui. La dernière, c'était du côté de Lecce. Bon, c'est pas passé, mais c'était pour moi, elle était très bonne en plus. C'était la double chance podium, Callum Groves ou Paul Magnier. Je crois que c'était boosté à 2,5. Honnêtement, c'était plus que correct, en sachant que bon. Paul Magnier, il y avait quand même des interrogations, bon, on a vu ce que ça donnait, mais Callum Groves, c'était aussi un candidat très crédible au podium. Donc, s'ils refont la même, honnêtement, tu peux te diriger, même si tu n'as aucune certitude, tu te diriges que sur le boosté qu'ils proposeront. Mais c'est vrai que pour vos doubles chances, voilà, s'il n'y a pas de code boosté, plutôt que de prendre bêtement une double chance qui va être proposée par un site, faites vos doubles chances artisanales. Voilà, faites-le artisanalement, c'est-à-dire aller chercher deux paris différents. Donc moi, je vais rester sur la cote de victoire et cote remboursée. Alors si vous n'avez pas de logiciel de truc, globalement, vous mettez 85% de la mise à 2,5 sur donc sur la victoire de l'Afcoy, à peu près 85,71% de la mise, et la cote de couverture, donc la cote à 7 de Coy, cote de couverture, c'est à peu près 14,30% de la mise. Voilà, c'est à peu près la répartition. C'est à peu près un 86-14, 85-15, à peu près. Voilà, les codes de 5-7, mais encore une fois, voilà, une fois que le podcast se termine, je finis le petit montage qui va bien, même si c'est très très rapide. Je balance tout ça un petit peu partout sur les plateformes de podcast et généralement j'arrive à trouver des cotes un petit peu meilleures que ce qu'on a sur le Bookref. Un petit truc à rajouter, Thibaut ? Non, pas du tout. Parfait. Écoute, pas du tout. Juste, si vous voulez regarder l'étape et pas vous emmerder à regarder en entier, vous ouvrez le site du bureau, vous regardez l'heure à peu près approximative d'arrivée, et puis voilà, parce que sinon ça va rompicham. Ouais. Alors. Il y aura pas beaucoup d'infos à prendre pendant le cours d'étape. Pendant le cours d'étape, hormis un incident qui impliquerait une personne majeure au classement général, un candidat, voire même un porteur de maillot d'un classement annexe. Il n'y aura pas d'infos qui va être primordiale et vitale pour la suite de cette 108e édition du Giro. Après, il y a quand même une belle journée vélo. On a une belle étape sur les 4 jours de Dunkerque qui va amener les coureurs du côté de Crépy-en-Valois. Ça va être très très sympa parce que les 4 jours de Dunkerque, ça bouge toujours un petit peu dans tous les sens. Et il y a aussi le Tour de Hongrie. Alors là, ça va être, je crois, c'est sprint demain, il me semble, sur le Tour de Hongrie. Donc voilà. Donc il y a une belle journée. Il y a une belle petite journée vélo si vous avez l'appli Max. Et Eurosport n'est pas sponsor de ce podcast, je le dis. Mais si vous avez l'appli Max, vous avez le moyen de vous faire un petit mix entre les 3 courses qui peut être très très sympa et une belle après-midi vélo en tout cas, vu que les 3 courses sont retransmises chez nos copains d'Eurosport. Voilà Thibaut. C'est parfait. Nickel, magnifique. Donc je rappelle, ta preview à retrouver sur Vélo Futé si vous avez envie de voir l'arrivée en images, voir les routes, voilà, c'est ça. Vous faire votre propre idée.
sur ce type d'étape, honnêtement, il n'y a pas de grands détails à avoir techniquement. C'est pas des trucs qui il y a sont quand même super un longs, mais en fait, petit là, rétrécissement à 1,8 km de l'arrivée là, et celui-là, il y a attention. ouais, mais c'est vrai, en fait, c'est surtout comment ça, 1,8 km? Non, ou je sais plus. Ouais, il est un peu plus loin, non? 5 km 6, Non, je sais plus. si tu vois un rétrécissement sur l'image, c'est qu'il y avait des travaux à cette période. Ils les ont Sauf retirés. qu'ils y sont pas. Bah oui. D'accord. Mais j'ai même pas pris la peine de le mentionner, en sachant que pour moi c'était inné qu'il y aurait pas les barrières qu'on voit à l'image. Mais ouais, non. Après, moi, je m'amuse quand même à détailler au max, parce que le décrire c'est bien, prendre un visuel d'une map c'est bien, mais avoir les images, vraiment tu te rends compte, et tu te rends compte des obstacles de leur tête, et puis avec la distance tu vois la technicité, et là tu vois que c'est rien, quoi. Donc Vélo Futé pour aller mater tout ça, The Big Gear, le site d'Enzo, analyste Phoenix, et puis le coup tordu présent sur tous les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Twitter, Instagram. On est sur Substract aussi maintenant. Bon, je vous rassure, hein, c'est gratos. Voilà, mais j'ai pris un petit truc sur Substract. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'abonnés, mais si vous êtes des habitués de cette appli, vous allez retrouver aussi le coup tordu dessus. Je sais pas si j'y glisserai les podcasts également dessus pour ceux qui aiment cette appli. Pourquoi ça te fait marrer, Thibaut, Substract? Non, mais le mec, il a un nombre de plateformes. Mais ouais. Non, mais c'est pas mal, Substract. Plus connecté que moi. Non, mais voilà, j'ai découvert ça, et c'est. Tu mets combien de temps par réseau? C'est un truc de fou. Enfin, déjà, moi, j'ai du mal à empiler juste Twitter. Ouais. Facebook, j'ai totalement abandonné. TikTok, je n'y traîne absolument pas. Instagram, c'est vraiment, c'est parce que je DM surtout des potes, tu vois, donc on se parle dessus, et on se parle pas sur WhatsApp, mais sinon, frère, c'est vite fait. Twitter, moi, dans la vie. Déjà Facebook et Instagram, ils sont connectés tous les deux, donc je mets un truc sur Facebook, ça arrive sur Instagram. Donc ça va très très vite. Twitter c'est peanuts. Non, ça va à une vitesse assez dingue. Après c'est vrai que tu vois, par exemple, on est sur Blue Sky. Le Blue Sky, je l'alimente absolument pas, par exemple. Et puis moi j'y pense pas. Je pense jamais à y aller. Je vois juste des fois on me mentionne, donc du coup je me connecte quand on me mentionne, mais sinon je ne regarde jamais. Si je prenais le temps, c'est comme pas mal de trucs. Genre il y a side limit, c'est bien, mais souvent j'oublie de faire mes équipes, tu vois, parce que je m'y connecte pas, alors que je pourrais prendre 5 minutes, mais si je prenais 5 minutes par réseau, moi je ne m'en sortirais pas. Non mais oui, non mais c'est vrai qu'après les trois principaux, c'est Twitter, Facebook et Instagram, et puis TikTok de temps en temps. Voilà, c'est pour y mettre aussi des bouts d'émissions, des bouts du podcast, voilà, des petits extraits pour donner envie à de nouveaux auditeurs de nous rejoindre et d'intégrer le coup tordu. Et ben merci Thibaut, et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Allez, ciao.